United States and Israel launched coordinated strikes on Iran. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. The U.S. launching fighter jets, missiles, and drones after a massive U.S. military buildup across the region. Comment les États-Unis et Israël ont-ils lancé une frappe préventive contre l'Iran ? Eh bien, ils ont utilisé une tactique dévastatrice appelée « temps sur cible ». Avec 2 porte-avions et une flotte de destroyers, ils ont calculé la synchronisation parfaite. Ainsi, les avions de chasse israéliens et les missiles de croisière américains ont frappé leurs objectifs au même instant exact. Le principal objectif d'Israël était d'assassiner Khamenei et la haute direction, tandis que les États-Unis ont pilonné des cibles militaires et d'autres installations industrielles de haute valeur. Mais alors, pourquoi les défenses aériennes iraniennes n'ont-elles pas réussi à se mettre en action ? Selon ce récit, parce que les États-Unis combattent avec une technologie différente, utilisant la guerre électronique depuis l'espace, la mer et les airs. Ils auraient complètement aveuglé les radars iraniens au moment même où des destroyers lançaient une nuée de missiles de croisière pour anéantir les systèmes anti-aériens. Mais attendez, la guerre n'est toujours pas terminée. L'Iran possède encore des milliers de missiles balistiques et de drones, ce qui l'a amené à frapper des bases américaines et alliées au Moyen-Orient. Et aujourd'hui, presque tout le monde est une cible ouverte. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une grande offensive militaire coordonnée contre l'Iran. Les responsables israéliens ont appelé leur opération « Roar the Lion », rugissement du lion, tandis que les Américains l'ont désignée comme opération « Epic Fury », fureur épique. Le message derrière cette frappe conjointe était clair. Ce n'était pas seulement une démonstration de force. C'était une action ciblée pour assassiner le guide suprême iranien. Comme indiqué, ce n'était pas une attaque militaire aléatoire. La cible ultime était le fort de commandement du guide suprême. Des missiles ont été réglés pour viser des zones hautement sensibles. Autour de University Street, dans le district de Jomhouri, et près de Pasteur Street. Si vous connaissez l'agencement de Téhéran, vous savez exactement ce que ça signifie. Cette zone n'est pas qu'un quartier ordinaire. C'est le centre nerveux absolu du gouvernement iranien, où se trouvent les bureaux principaux d'Ayatollah Ali Khamenei. Mais voici le hic. L'IDF, force de défense israélienne, affirme l'avoir neutralisé. L'armée iranienne affirme que Khamenei n'était pas à son bureau au moment de l'impact réel des missiles. La frappe a peut-être rasé le complexe, mais la cible s'est esquivée. Et en ce moment, toute la région retient son souffle pour voir ce qui va se passer ensuite. Cependant, selon certains rapports, Israël dit que le corps de Khamenei a été retrouvé et qu'il est confirmé mort. Cette première vague n'a pas retenu ses coups, pas même un peu. On parle d'une attaque parfaitement synchronisée et écrasante. L'objectif global était clair, aveugler et paralyser le régime en un seul mouvement simultané. D'abord, ils ont frappé Karaj, déchirant littéralement ses pôles industriels critiques et ses infrastructures aérospatiales. Ensuite, Téhéran, la capitale, a été secouée. Toute illusion de sécurité qu'ils entretenaient s'est effondrée d'un seul coup. Qom a également été visée, provoquant une onde de choc jusque dans le cœur idéologique du pays. Et si vous suivez ce type d'opération, vous savez à quel point cette zone est lourdement fortifiée. À l'ouest, des missiles se sont abattus sur Kermanshah comme une pluie de feu. Les sites de lancement y ont été neutralisés avant même que les opérateurs n'aient le temps d'enclencher leurs radars. Puis, il y a eu Ispahan, véritable joyau de leur programme nucléaire et de drones. Fortement protégé, cela n'a rien changé. Le ciel nocturne s'est embrasé. Mais comment les États-Unis et Israël ont-ils réellement réussi à mener une frappe préventive contre l'Iran ? D'abord, observez la carte. Pour rendre cela possible, ils ne se sont pas contentés de bases terrestres régionales. Ils ont positionné 2 gigantesques villes flottantes aux portes de l'Iran. Dans la mer d'Arabie, le groupe aéronaval de l'USS Abraham Lincoln s'est avancé vers le sud et l'est. De l'autre côté, en Méditerranée orientale, le tout dernier fleuron de la marine américaine, l'USS Gerald R. Ford,
pendant que les avions israéliens traversaient tout le Moyen-Orient pour pénétrer l'espace aérien iranien, le facteur temps était absolument crucial. Au moment précis où les appareils de l'IDF atteignaient leur cible, les missiles étaient déjà en route. Et c'est là que se trouve la partie la plus complexe et la plus redoutable de toute l'opération. La synchronisation. Les planificateurs militaires s'appuient sur une tactique appelée « time on target », le temps sur objectif. Imaginez la scène, des missiles tirés depuis des sous-marins, des missiles de croisière lancés par des navires d'escorte et des charges massives larguées par des bombardiers furtifs. Tous partent de points totalement différents, à des moments distincts. Mais c'est précisément là que réside la prouesse. La machine militaire américaine aurait été chorégraphiée mathématiquement. Ainsi, tout aurait frappé Karaj, Qom, Kermanshah et Ispahan à la seconde exacte où les avions israéliens larguaient leurs bombes guidées. L'objectif : provoquer un choc systémique total. Une déflagration simultanée destinée à faire s'effondrer le régime instantanément. Lorsque les munitions ont finalement touché leur cible, ce fut un moment de sidération absolue. Une démonstration de shock and awe à l'état pur. Mais pourquoi les défenses aériennes iraniennes n'ont-elles pas réussi à s'activer ? Pour le dire simplement, l'armée américaine évolue dans une toute autre catégorie. Grâce à un mélange extrêmement avancé de guerre électronique et d'opérations cyber, coordonnée depuis l'espace jusqu'au sol, la coalition aurait injecté de fausses données directement sur les écrans radars iraniens. Les systèmes de défense aérienne iraniens de haut niveau, notamment le système national bavard, et les batteries fournies par la Russie, auraient été totalement submergés par cette offensive électronique. Mais pour véritablement les neutraliser, les États-Unis auraient tendu un piège redoutable. Des centaines de leurres aériens miniatures, ADM-160 MALD, auraient été lancés. Pour un opérateur radar iranien paniqué, face à un écran saturé de signaux chaotiques, ces petits drones pouvaient apparaître comme une immense formation de F-15 ou de F-16 fonçant vers la capitale. La voie ainsi ouverte, des chasseurs furtifs de 5e génération, incluant des F-35 américains et israéliens, et possiblement des F-22 Raptor, auraient pénétré l'espace aérien sans être détectés. Au final, le réseau de défense aérienne iranien n'aurait pas seulement été affaibli, il aurait été temporairement démantelé, car l'Iran dispose malgré tout d'une puissance de feu considérable. Téhéran a riposté avec l'opération Promesse Véridique 4. Une vague massive de missiles et de drones aurait visé des bases américaines et israéliennes. Voici les conséquences. Aux Émirats arabes unis, la base aérienne d'Al-Dafra aurait été touchée, causant un mort par éclat d'obus. À Bahreïn, le quartier général de la 5e flotte américaine aurait été directement pris pour cible. Au Qatar, les défenses aériennes auraient intercepté les missiles entrants, tandis que le Koweït aurait fermé entièrement son espace aérien sous un feu intense. Pendant ce temps, les sirènes retentissent à travers tout Israël, et d'immenses interceptions en plein ciel illuminent Tel Aviv et Jérusalem. Mais comment Israël a-t-il réussi à parcourir toute cette distance jusqu'à l'Iran ? À 9h du matin, Israël aurait déployé plus d'une douzaine d'appareils. Pourtant, l'opération est loin d'être simple. Les avions doivent traverser ou contourner entièrement l'espace aérien de pays voisins comme la Syrie et l'Irak. Afin d'éviter les défenses aériennes hostiles, des analystes estiment que la distance réelle pour atteindre le centre de l'Iran se situe entre 930 et 1240 miles à l'aller, soit la même chose au retour. Même si ces trajets peuvent sembler directs sur une carte, ils exigent une planification extrêmement complexe. Calcul précis pour le ravitaillement en vol, coordination minutieuse pour permettre aux appareils d'attaque de transiter par la Jordanie, la Syrie et l'Irak. La stratégie conjointe d'Israël et des États-Unis reposait sur une offensive en 3 vagues. La première vague visait les sites solaires, les installations radars et les centres de commandement de la défense aérienne à Téhéran, Ilam et Qazvin. La deuxième vague avait pour objectif la destruction des missiles balistiques. Enfin, la troisième vague ciblait les complexes industriels liés à la production militaire. L'assaut ne débute pas avec des avions pilotés,
mais avec une précision robotisée venue de la mer. L'objectif est simple, aveugler l'ennemi ses radars et réduire au silence sa voix, c'est-à-dire son commandement et son contrôle. Dans le golfe Persique et au nord de la mer d'Arabie, des destroyers de classe Harley-Burke-class, destroyés notamment l'USS Thomas Hudner, reçoivent l'ordre de tir. Les cellules du système de lancement vertical s'ouvrent et quelques instants plus tard, des dizaines de missiles de croisière Tomahawk jaillissent des ponts. Ces missiles volent à vitesse subsonique, épousant le relief dans ce que l'on appelle un vol rasant le terrain afin de rester sous l'horizon radar. Ils sont programmés pour patienter puis frapper simultanément. Leurs ogives percutent des sites radars S-300 et S-400 ainsi que des bunkers de commandement. Ainsi, le système intégré de défense aérienne est affaibli, ouvrant des couloirs sécurisés pour les pilotes qui suivent quelques minutes plus tard. 30 minutes après le début de l'opération, alors que les Tomahawk frappent encore leur cible, les balles d'argent de l'US Air Force sont déjà profondément engagées en territoire hostile, les bombardiers furtifs B-2 Spirit. Avec un réseau de défense aérienne fragmenté par les missiles de croisière lancés depuis des destroyers situés à des centaines de kilomètres, la voie est désormais dégagée. Viennent ensuite les sites stratégiques, notamment les bunkers nucléaires, capables d'être frappés par les B-2 Spirit la pointe de la lance. Depuis des bases situées en Jordanie et aux Émirats arabes unis, des escadrons de F-15E Strike Eagle entrent en scène. Ce sont les véritables camions à bombes de l'opération. Chaque F-15 est lourdement chargé de JDAM et de bombes de petit diamètre. Il peut emporter jusqu'à 19 JDAM ou 28 munitions de petit calibre. Pendant que les B-2 frappent les bunkers profonds, les F-15 traquent les cibles mobiles. Leur radar AESA balaye le terrain à la recherche de lanceurs de missiles balistiques dissimulés dans les vallées. Opérant par paires, ils larguent des bombes de précision sur des convois de missiles, des hangars et des centres de commandement secondaires. Une fois Winchester à court de munitions ou presque à sec en carburant, ils ne rentrent pas immédiatement. Ils se connectent à un système de ravitaillement en vol compatible avec la trappe de carburant standard de l'appareil. Ils rejoignent les couloirs de ravitaillement établis lors de la phase 1, absorbant des milliers de kilos de kérosène en plein ciel avant de repartir pour une seconde sortie. 2 heures après le début des hostilités, afin de maintenir la pression, les bases aériennes flottantes de l'US Navy entrent pleinement dans la bataille. En mer d'Arabie, un groupe aéronaval se met face au vent. Les catapultes à vapeur et électromagnétiques lancent un avion toutes les 30 secondes. Des F-18 Super Hornet décollent armés de missiles anti-radar. Leur mission, la destruction des défenses aériennes ennemies. Ils traquent les opérateurs radars survivants assez imprudents pour rallumer leur système. Parallèlement, les F-35C Lightning II avancent pour collecter du renseignement et frapper des cibles à haute menace que les appareils plus anciens ne peuvent atteindre. En retrait, orbitant à distance, les E-2 Hawkeye jouent le rôle de chef d'orchestre aérien, coordonnant le trafic massif de centaines d'avions américains. À l'aube, la première vague s'achève. Les yeux de la défense aérienne ennemie ont été aveuglés par les Tomahawk. Le cœur du programme nucléaire a été frappé par les B-2. Les membres des forces de missiles ont été sectionnés par les F-15 et les appareils embarqués.